On s'est dit assez vite qu'on avait construit un produit blockbuster et qu'on pouvait faire une très belle entreprise. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'œil de l'e-santé, dans notre rubrique Focus Startup où nous mettons en valeur les actualités et l'étape importante des startups de la e-santé française. Alors forcément, quand on parle d'actualité en ce mois de mars, on en a une qui est très importante, avec celle donc de Glimmer, la startup française qui vient d'être rachetée donc par Aranet pour 230 millions d'euros, qui est spécialisée donc en IA dans le domaine de la radiologie. Et on a la chance d'accueillir deux de ses cofondateurs, donc Christian Allouche et le docteur Noureddine Reignard, qui sont respectivement CEO et Chief Medical Officer. Christian, Noureddine, bienvenue dans l'œil de l'e-santé. Merci. On est ravis d'abord que vous ayez pris le temps, parce qu'on sait très bien que votre actualité a fait beaucoup parler l'écosystème de l'e-santé, avec un rachat qui a été extrêmement important. Vous allez nous en parler dans quelques secondes. Peut-être déjà pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas Glimmer, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce que fait Glimmer, quelles sont vos missions, et puis ce que vous faites pour le monde de l'imagerie médicale, et peut-être aussi nous préciser votre présence internationale. On a créé Glimmer il y a 8 ans avec un constat simple, c'est que l'imagerie médicale était en transformation, une demande constante et soutenue d'accès à l'imagerie médicale, un nombre de radiologues insuffisant à l'échelle mondiale. Et puis le début du deep learning, c'est-à-dire les technologies d'IA, de reconnaissance d'objets dans les images, c'était le tout début. Donc la convergence de ces facteurs nous a donné l'idée de construire Glimmer avec une vision claire, de construire un copilote, un assistant pour les radiologues, pour les aider à aller plus vite, faire moins d'erreurs de diagnostic grâce à une IA qui semi-automatise l'interprétation de l'image médicale. On a commencé notre vie sur la radiographie traumatique, parce que le what size fits all, en tout cas à l'époque, tant qu'il n'y avait pas des jeux modèles, etc., ça existait, c'était hors de portée complètement. Donc il fallait y aller step by step. Donc on a commencé par la radiographie traumatique. Il y avait une vraie pénibilité associée. Personne sur le sujet, quasiment personne quand on s'est lancé. Donc on y allait à fond, et puis on a construit une belle histoire de SaaS français avec une histoire vraiment typique de ce qu'on appelle du land and expand. Donc on est atterri avec ce produit de radiographie traumatique qui s'appelait BoneView, et puis on a étendu progressivement la suite à une grande partie de la radio standard, du X-ray, puis à la mammographie, au scanner en oncologie. On a racheté 2 entreprises en IRM, Pixil et Kairos Medical. Toujours avec notre ligne qui n'a pas bougé depuis 8 ans, qui est de construire un copilote complet pour le radiologue avec cette double proposition de valeur, réduction du temps d'interprétation, donc finalement gain de productivité et gain diagnostic, réduction des erreurs médicales. Ce que je pourrais rajouter, c'est que en termes d'évolution dans le workflow, au début, on faisait des logiciels vraiment d'assistance au diagnostic sur le PACS pour mieux détecter des anomalies. Et puis progressivement, on l'a étendu à des features de mesure. Et aussi, maintenant, on en est au stade du rapport préliminaire semi-automatisé, en fait, que le radiologue peut du coup valider dans un temps vraiment très court. Alors, Christian, vous venez d'évoquer le fait que l'entreprise a été créée donc, il y a 8 ans. Vous êtes donc une entreprise basée à Paris. Je vous posais la question sur la partie internationale. On a aujourd'hui, parmi les sociétés d'IA en imagerie, on a une des plus grandes bases de clients. On est déployé dans un peu plus de 3000 sites dans le monde, dans un petit peu moins de 50 de pays. On réalise 25% à peu près de notre chiffre d'affaires aux États-Unis, 60% de notre chiffre d'affaires en Europe. Et puis le reste est réparti entre l'Asie, l'Amérique latine et puis le Moyen-Orient. On rencontre beaucoup de startups dans l'œil de l'e-santé. J'aimerais que vous partagiez tous les deux, c'est quel a été le moment clé en fait qui a fait changer d'échelle Glimmer, bien sûr avant ce rachat par Aranet. Comme n'importe quelle entreprise de deep tech et de R&D, on a eu une longue période franchement de construction des produits dans un garage, avec la boule au ventre et l'anxiété qu'on part dans une très mauvaise direction. Et quand on a sorti notre premier produit BoneView, qui était à la base de la détection de fractures sur des radiographies traumatiques, il n'y avait même pas l'aspect qu'on a rendu, il y avait juste la fracture. On a senti assez vite qu'on avait construit un produit blockbuster et qu'on pouvait faire une très belle entreprise. Donc je dirais que le changement d'échelle, en fait, il est survenu assez tôt, au bout de 4 ans à peu près.
c'est-à-dire le temps de construire le produit, plus un peu de recul sur la commercialisation. Et derrière, ça a été une succession de succès. Alors, c'est toujours simple. Il y a des moments où on se retrouve avec plus beaucoup de cash sur la trésorerie parce qu'on a des grosses dépenses. Mais on sent que le marché absorbe et adore l'innovation. On sait en fait qu'on va s'en sortir et qu'on va trouver des investisseurs qui vont nous prendre et qui vont nous soutenir. Moi, c'est ma vision. Et toi? Ouais, ma vision aussi, c'est ça. C'est globalement, je pense que c'est avec BonView, on a fait le choix d'un très bon produit qui était particulièrement performant, particulièrement validé par des études cliniques et particulièrement utilisé partout dans le monde. Et donc, du coup, on est devenu assez rapidement, finalement, le leader sur la fracture en radio standard. Il nous a donné une image de qualité parmi les radiologues osteoarticulaires, puis tous les radiologues. Ouais. Et après, dessus, on a construit d'autres produits qui étaient aussi de très très bonne qualité, et du coup ça nous a... Ça pourrait être ça le changement d'échelle, c'est le fameux, Jérôme, ce que je disais de lend and expand, c'est vraiment ça quoi. On a lendé avec BonView, puis ensuite on a expand sur d'autres produits. Mais en réalité, BonView c'était déjà un blockbuster, donc on aurait pu faire une entreprise qui faisait peut-être 40 millions de revenus, 50 millions de revenus juste sur BonView. Quand je parle quand même de changement d'échelle, ce qui a quand même beaucoup interpellé, dans le bon sens du terme, les différents acteurs de l'écosystème, c'est quand même votre chiffre d'affaires qui est annoncé autour de 30 millions de revenus, ce qu'on appelle ARR, donc de revenus annuels récurrents. Enfin, c'est quand même un chiffre extrêmement important pour une entreprise qui a que quelques années. Comment vous expliquez voilà, ce succès en termes de chiffre d'affaires récurrent? Encore une fois, c'est qu'on a fait le choix d'un très bon premier produit, qui est un marché mondial. Des radios, il y en a à l'appel et partout dans le monde. Et on a monté une sales force exceptionnelle qui aujourd'hui est composée de 45 personnes qui est là déployée absolument partout. Et ça nous a permis d'enregistrer de manière consistante et récurrente un quasi 100% de taux de croissance sur notre ARR depuis le début de la commercialisation. Autre élément aussi, c'est que le produit est tellement bon et tellement utile pour les radiologues qu'en fait, on n'a quasiment pas de gens qui arrêtent. En fait, vous faites toute la croissance, comme l'a rappelé Christian, et puis toute votre base acquise, elle continue en fait à travailler avec les produits Glimmer, c'est ça? On a une rétention de plus de 99%. Donc, on a eu peut-être 10 churns, 10 clients qui ont churné depuis le début de la boîte. C'est très peu, donc, soit pour des raisons changement de PAX, problèmes budgétaires, enfin, c'était rarement des pertes d'intérêt. À partir du moment où vous repérez un pain point réel des médecins, vous faites un produit, et produit et technologie, c'est vraiment pas la même chose, un produit qui colle à ce pain point et qui est intégré dans le workflow des médecins, en l'occurrence ici des radiologues, parce que ça, on a pris le parti de ne pas recréer un viewer, de ne pas recréer un PACS, mais de s'intégrer dans les PACS existants. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Aussi, peut-être une des erreurs des startups, erreurs qu'on avait failli faire au début, c'est de trop attendre des autres et notamment des gros OEM, des gros partenaires pour vendre. Ça ne marche pas, ça. Si j'ai un conseil à donner, c'est que si vous avez de l'ambition, il faut monter votre propre sales force. Il faut trouver vos magiciens, comme je les appelle, c'est-à-dire des gens qui sont suffisamment... c'est un peu des magiciens, les sales, et on n'a pas cette culture en France, mais il faut les chérir, les sales. C'est vraiment eux qui font tourner la machine et qui ramènent l'économie et qui permettent derrière de réinvestir pour faire de la très belle R&D. Donc même quand on a un amoureux de la technologie, de la R&D et qu'on regarde le commercial de loin, c'est une erreur, il faut l'embrasser ce commercial. Le commercial, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui sont dans notre domaine. C'est des gens qui sont suffisamment smart et curieux pour vraiment rentrer dans la science radiologique, quel est le métier du radiologue. Et nous, on a vraiment, on était, je pense, assez bon pour recruter des sales qui ont cet état d'esprit. Mais en même temps, c'est des sales, quoi. Donc, c'est des gens qui doivent avoir une niaque pas possible et que les radiologues vont considérer avec respect et sentiment de parité. Une fois que vous avez ça, le monde est à vous, quoi. J'ajoute à ça un élément intéressant, c'est que nous, on a pas mal de partenaires qui vendent nos solutions, mais on a remarqué un pattern très clair, c'est qu'ils commencent à être bons et à vendre nos solutions quand on vend, et quand on vend notamment dans des territoires où ils sont présents. Il y a une émulation assez saine, assez positive qui se met en place. Plus, en montrant l'exemple, en montrant le leadership, derrière ça suit. En revanche, de faire une super solution, la donner à quelqu'un et se débrouille-toi pour la vendre, ça marche pas.
On aimerait bien sûr dans l'œil de l'e-santé comprendre concrètement comment est née l'histoire avec Radnet, mais plutôt DeepHealth, de nous parler vraiment de cette entité, de ce groupe. D'abord nous rappeler aussi ce que fait Radnet. Voilà, qui approche qui, à quel moment vous avez réalisé que c'était peut-être pas juste un partenariat. Je trouve que c'est intéressant aussi de partager voilà, cette histoire en coulisses. Ils sont pas très présents en Europe, malgré l'acquisition de 2 sociétés qui venaient des Pays-Bas, mais ils sont plutôt présents aux États-Unis et nous on est très très fort en Europe avec une Salesforce qui couvre toute l'Europe occidentale à minima. Donc là déjà il y avait une synergie évidente de base installée de customers et puis de Salesforce. Donc DeepHealth justement a vu notre Salesforce comme un accélérateur énorme pour eux. Puisqu'ils sont en train de la constituer en fait leur Salesforce. C'est plutôt une boîte qui vient du rachat d'assets technologiques. Ils ont acheté des boîtes techno et ils les ont intégrées. Tu peux, Christian, nous redonner un petit peu en quelques secondes ce que fait, enfin, qui est Radnet et qu'est-ce qu'ils font, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Radnet, c'est un des premiers radiologie service provider au monde. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment un groupe d'imagerie qui est coté en bourse, qui doit valoir quelque chose comme 5 milliards. Il y a encore plus longtemps, ils avaient acheté un PACS qui s'appelle IRAD. Ça, c'était leurs premiers efforts de santé digitale. Mais il y a 11 ans, ils se sont lancés dans le développement de l'IA clinique pour l'imagerie médicale en faisant des premières acquisitions. Ils ont acheté justement une start-up de mammographie qui s'appelait DeepHealth, qui avait été montée par le docteur Greg Sorensen. Et puis derrière, ils ont acheté Quantib, iDance, etc. Ils ont grandi par acquisition. Mais en fait, il leur manquait une forme de plateforme. Et nous, on est une plateforme de production et une plateforme de distribution, une plateforme commerciale. C'est ce qui les a intéressés. Et nous, qu'est-ce qui nous a intéressés? C'était qu'à deux, on devenait vraiment de très loin le premier acteur d'IA diagnostic worldwide en termes de nombre de clients et de catalogue de solutions propriétaires. Un autre élément très important, c'est que alors DeepHealth, donc c'est détenu à 100% par Radnet. Radnet, c'est un groupe d'imagerie et qui est notamment géré aujourd'hui par quelqu'un qui s'appelle Howard Berger, le docteur Howard Berger, qui est un radiologue de formation, qui aujourd'hui est un monsieur de 82 ans, qui est encore aux manettes de son groupe, qui est extrêmement sharp, extrêmement brillant et qui a une vision de la santé à 50 ans, qui est un vrai visionnaire. Et ça nous a séduit. Pourquoi? Parce que ils ont une vision très claire de ce qu'ils veulent faire à 50 ans. Et ils ont, d'une certaine manière, ils trépignent d'impatience. Et nous aussi, on trépigne d'impatience. Donc en fait, on a deux sociétés qui ont envie d'innover, qui ont de l'ambition, qui ont de l'appétit, qui se sont rencontrées. On s'est dit, tiens, on devrait le faire ensemble. Et notamment, un de leurs gros piliers, un de leurs gros focus de développement et de vision de la radiologie à long terme, c'est ce qu'ils appellent le virtual RPA. Donc aux États-Unis, ils ont des RPA qui sont l'équivalent de manip dans la radiologie française. Donc c'est des Radiology Physician Assistants qui aident le radiologue et qui notamment font des draft les reports, c'est-à-dire pré-remplissent des comptes rendus qui sont derrière validés, modifiés, amendés par le radiologue, et pensent que l'IA a une place à jouer fondamentale là-dedans. Et nous on pense aussi, puisqu'on a sorti maintenant quasiment tous nos produits de radio standard de X-ray sont associés à des capacités de compte rendu automatique. Ça les a pas mal bluffés. La qualité des reports et notre avance dans ce domaine-là. Donc ça, c'était une des grosses thèses aussi de ce rachat et de cet investissement, c'était de se dire, ensemble, on va aller beaucoup plus vite sur le déploiement et la mise en place virtual RPA pour aller vraiment débloquer des gains de productivité qui sont majeurs et qui sont nécessaires étant donné la tournure que prend le marché de l'imagerie. Tu disais que c'était peut-être par rapport à Radnet, cette spécificité que vient de souligner Christian, c'est-à-dire que c'est avant tout un groupe qui est dans le domaine de l'imagerie médicale. En quoi, là, en tant que radiologue, c'était important pour toi d'avoir cette configuration en fait, d'acteurs comme Radnet? Le grand avantage d'être racheté par Radnet, qui est un des plus grands groupes de radiologie au monde, finalement, l'objectif de Radnet, c'est que les logiciels
d'aide au diagnostic et de rapport automatique pour gagner du temps, ça leur profite directement à eux. Et du coup, l'objectif de leur société est complètement aligné avec les objectifs de Glimmer. Et l'autre élément, c'est que pour eux, c'est vraiment le cœur de leur développement grâce à leur filiale digitale DeepHealth. Pour Glimmer, ça peut être une opportunité énorme. L'autre avantage également, c'est que, étant donné que c'est une énorme, à elle seule base installée RadNet, le fait de pouvoir déployer tous nos logiciels là-bas et d'avoir la capacité d'avoir des retours de potentiellement 1000 radiologues américains, ça nous donne des possibilités incroyables, à la fois de développement de nouveaux produits et puis d'amélioration de nos produits existants. Quand on voit les solutions qui ont été présentées, ça apporte quoi concrètement à un radiologue? Les logiciels d'IA de Glimmer et de DeepHealth sont des logiciels qui assistent le radiologue pour à la fois lui faire gagner du temps, à la fois lui faire gagner en reproductibilité et lui faire gagner en fait en précision. Ce qui permet du coup de diminuer les erreurs médicales. Et c'est sûr que si on va de la détection jusqu'à la rédaction d'un pré-compte rendu, clairement le gain de temps peut être vraiment très important sans rogner sur la qualité, quoi. Je serais plutôt rassuré d'aller chez un radiologue qui utilise de l'IA. C'est un super sujet parce que tu as parlé, Christian, tout à l'heure de la vision du fondateur de RadNet. Tu parles de confiance, Noureddine. On sait très bien dans l'impact de l'IA dans la santé, il y a un métier qui est toujours mis en avant, qui est le radiologue. Enfin, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus. Alors, c'était il y a encore quelques années, je pense que le discours change aujourd'hui, mais que les radiologues vont être, entre guillemets, extrêmement bouleversés par cette technologie. On parle parfois de déshumanisation aussi. Comment les radiologues vivent, et peut-être de manière plus globale, hein, donc là je vous interroge en tant que presque représentant de l'écosystème des acteurs dans l'imagerie, comment ils perçoivent cette IA? Ce qu'on a pu constater au début de l'aventure, en 2018, il y avait un petit peu de méfiance de certains radiologues. Donc, comme c'est une spécialité qui est très technophile, en fait, les radiologues adorent tout ce qui peut les aider dans leur exercice. Et comme les radiologues ont envie fondamentalement de faire un très bon travail et de limiter leurs erreurs médicales, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, au fur et à mesure du temps, c'est plus vraiment un sujet, quoi. Les radiologues ne se méfient plus du tout des logiciels d'IA. Ils ont compris que l'IA allait les aider à gagner du temps, à faire moins d'erreurs et va leur permettre du coup de pouvoir consacrer plus de temps à des cas difficiles. Et surtout, on a fait le choix, à mon avis intelligent au début, de se focaliser sur des examens un peu répétitifs, pas forcément les examens que les radiologues préfèrent. Donc clairement, les radiologues étaient très heureux en fait qu'on les aide à aller vers l'automatisation des tâches disons, un peu ingrates. On parle souvent de Glimmer comme une des très belles pépites de l'écosystème de la e-santé, on peut dire même à l'échelle européenne. Et bien sûr, vous allez rejoindre donc un groupe américain. Comment vous le vivez? Je sais que voilà, le rachat a été pas mal commenté. En tant que cofondateurs tous les deux, quelle est votre perception? Je trouve que c'est aussi cette notion de transparence qu'on aime avoir dans l'œil de la e-santé. Ça a suscité pas mal de réactions, d'ailleurs des réactions protéiformes. Donc maintenant, si on analyse les choses de manière vraiment très analytique, très carrée, de quoi on parle? Est-ce qu'on passe sous pavillon américain? Non, la boîte elle reste en France. Tous les jobs sont maintenus. Et au contraire, c'est de l'argent américain qui est investi en France. C'est de l'argent américain. Moi, j'aime pas trop cette notion parce que des Américains, des Africains, des Français, ça veut rien dire, quoi. C'est RadNet qui nous rachète. RadNet, c'est pas Generatrix. RadNet, c'est pas Philips. Donc pour moi, c'est une entreprise avec un système de gouvernance qui nous rachète. Et cette entreprise, si vous regardez sous track record, c'est une entreprise extrêmement probe, avec une vraie probité et une vision pour l'avenir. Moi, je trouve que c'est une chance pour la France parce que le savoir-faire français est mis à l'honneur, parce que les jobs sont maintenus, parce que les jobs vont être amplifiés grâce à de l'argent investi. Donc moi, je pense que c'est au contraire une super nouvelle pour la France. À côté de ça, j'ai aussi un peu envie de démonter ce mythe de la pépite française qui passe sous le pavillon. À partir du moment où vous levez de l'argent avec des fonds d'investissement type VC, pour moi, vous n'avez perdu votre souveraineté. Vous ne le savez pas, mais vous avez perdu votre souveraineté. Pourquoi? Parce qu'un fonds d'investissement, il a lui-même son argent auprès de LPs, c'est-à-dire de fonds qui sont planétaires.
C'était un système de finance internationale. Donc, je me méfierais vachement tu vois, du café du commerce en disant « Ouh là là, ça passe sous pavillon ». Ça ne veut rien dire ça. C'est quel est le projet. D'ailleurs, Bercy nous a donné le green light, donc son feu vert, en phase 1. Il n'y a même pas eu de phase 2. Pourquoi? Parce que le projet, il est carré, il est clair. C'est Glimmer, c'est une entreprise de rang international. On a besoin de cette entreprise pour se développer et on a besoin du relais de croissance en Europe. Le Glimmer va être magnifié, amplifié. Oui, parce que comme tu le disais, ça va développer Glimmer, l'emploi en France, cette R&D qui reste ici comme on l'a avec d'autres sociétés. Donc non, mais c'est important d'avoir le… Passer sous pavillon américain, par exemple, c'est des choses que j'entendrais si, si l'entreprise nous disait bon, c'est super, maintenant on va prendre votre technologie, on va tout fermer ici et puis on va le mettre aux États-Unis. Ah oui, là, dans ce cas-là, ok, j'entends. Ce serait une sorte de pillage, mais ce n'est pas du tout le sujet. Il y a aussi un autre élément, et moi j'ai envie d'appuyer ça là-dessus. La raison pour laquelle on a choisi aussi de partir avec eux, c'est que pour eux, c'est la plus grosse acquisition qu'ils aient jamais faite. Et ça, pour moi, c'était fondamental. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est la plus grosse acquisition qu'ils aient jamais faite, ils ont super peur de casser le jouet. Et super peur. Et ils n'ont pas du tout envie de le casser. Et ça se voit, puisque dans les discussions d'intégration et de transition, ça se passe super bien. Là, d'ailleurs, on en parlait. Ils ont ramené une délégation ici pour rencontrer nos équipes. Vous voyez, on n'est pas une toute petite boîte dans un OM géant où là, l'intégration, c'est un petit peu plus à la pièce parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir des changements de management. Non, là, c'est une entreprise de taille familiale. Gradnet, c'est un bon groupe de 12 000 personnes. Les Tipel, c'est 400 personnes. Donc, c'est plutôt petit en fait par rapport à… Oui, et puis concrètement, c'est comme ça que vous me l'avez expliqué aussi, qui sont des utilisateurs en fait des produits de Glimmer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par rapport peut-être à d'autres industriels qui ont été cités, peut-être des fois des fonds d'investissement qui viennent dans une étape de croissance. Si on avait levé de l'argent avec un fonds de PI type Thomas Bravo, on n'aurait peut-être pas eu cette réaction de ça passe sous pavillon américain. Bon, d'abord, c'est un fonds américain, mais fine. Mais les fonds de private equity, ça peut être dangereux. Je veux dire, parfois, ça se passe très bien et c'est aligné, mais si vous êtes piloté au tableau Excel avec des gens qui ne comprennent rien à l'industrie, c'est un vrai problème. Donc pour moi, c'est l'assurance. Glimmer, dans 50 ans, sera toujours là, sera toujours fast forward et sera un des leaders de l'innovation en radiologie. Et sera toujours une pépite basée en France et qui se développe et qui montre aussi que, eh bien, on a un vrai savoir-faire qui se développe à l'international. Peut-être conclure avec deux questions. D'abord, c'est quoi les prochaines étapes pour vous, pour les cofondateurs et j'irai l'ensemble de l'équipe de Glimmer? Et puis s'il y avait peut-être un conseil que vous donneriez à vos consoeurs et confrères qui sont donc entrepreneurs dans le secteur de la santé numérique. Déjà, nous, en termes de… Nos cofondateurs restent dans l'entreprise et on est incentivé d'ailleurs particulièrement à l'avancement de ce que j'ai décrit comme étant le virtual RPA, donc qui va dans le développement de l'IA deuxième génération avec un axe fort sur le développement des comptes rendus automatiques. Un conseil à donner, ce serait peut-être, on l'a déjà dit, mais c'est vraiment de passer beaucoup de temps avec l'utilisateur final afin de bien construire un produit pertinent à grande échelle. Le conseil que j'aurais, c'est que si les CEO des entreprises sont des profils très tech, il faut bien s'assurer qu'ils ont une bonne vision produit ou alors qu'ils s'entourent le plus vite possible d'experts du produit. Et encore une fois, le produit et la tech, c'est pas pareil. Et comme conseil, l'ultra-ambition, je pense qu'il faut être ultra ambitieux. Quand j'ai commencé, j'avais peut-être l'impression que dans des milieux médicaux, il y a une sorte de conservatisme qui peut-être inhibe un tout petit peu les entrepreneurs à avoir envie de challenger le statu quo et de comme disent les Américains, move fast et break things. Moi, je pense que c'est absolument fondamental si on veut réussir. Pas d'overthink, mais de l'overdoing. Faire. Et notamment justement sur les aspects de Salesforce, ne pas attendre d'autres partenaires que le miracle commercial arrive par eux. Un grand merci pour votre temps et d'avoir partagé à toute la communauté de l'œil de la santé ce parcours, comme je l'ai dit, inspirant de Glimmer. Donc très bonne année 2026 à tous les deux et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.